Nous appelons à amplifier la campagne pour la levée de l'état d'urgence et contre sa prolongation annoncée par le président. Nous appelons à soutenir la délégation qui se rendra auprès de François Hollande pour faire entendre cette exigence. Mobilisons-nous dans tout le pays pour dire par dizaines et centaines de milliers non à la réforme constitutionnelle, levée immédiate de l'état d'urgence. Je vous propose d'approuver cet appel par acclamation en l'applaudissant. Nous allons ouvrir ce meeting pour la levée de l'état d'urgence et je veux d'abord, au nom des quelques organisateurs qui se trouvaient au point de départ de ce meeting, qui ont lancé l'appel des 333, vous remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui en masse et de faire de cette première initiative un véritable succès que personne ne pourra nier. Prendront la parole dans ce meeting 22 orateurs dont la diversité ne vous échappera pas, diversité qui constitue d'ailleurs la richesse de cette initiative. Diversité sur bien des points, mais tir tendu, commun, unis sur l'essentiel, l'exigence de lever de l'état d'urgence et la non-constitutionnalisation de cet État. Juste un bref rappel, il faut savoir que la France est un pays qui empile les lois de plus en plus répressives et liberticides. Vous avez entendu l'annonce de Manuel Valls et du président de la République qui nous disent que ça va être prorogé encore de 3 mois. L'état d'exception est en train de devenir la règle. Il faut donc exiger la levée de l'état d'urgence. Un des principes fondamentaux de toute la tradition républicaniste, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. L'état d'urgence viole directement ce principe de la séparation des pouvoirs. Avec l'état d'urgence, avec sa prorogation et avec l'annonce de la constitutionnalisation, eh bien on fait un pas en avant très dangereux vers un État autoritaire. En décembre 1955, Guy Mollet faisait voter par l'Assemblée nationale, à une majorité écrasante, des pouvoirs spéciaux permettant au gouvernement de prendre toutes les mesures exceptionnelles commandées par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre. Et il disposait pourtant déjà d'une loi sur l'état d'urgence, à ma connaissance la première, promulguée le 5 avril 1955, qui débouchait entre autres sur la mise en place des tribunaux permanents des forces armées. C'est-à-dire que l'état d'urgence d'aujourd'hui, il est né des besoins de la défense de l'ordre colonial qui fera des centaines de milliers de victimes. Peu après, Mollet, Bourgès, Monory, Mitterrand et Robert Lacoste signeront un décret sur l'instauration de la justice militaire en Algérie qui débouchera sur la pratique quasi quotidienne de la torture et sur une surenchère répressive. L'ensemble des Parisiens ont convergé vers la place de la République. Avec une volonté, c'est la volonté de rester digne et de faire appel aux valeurs de notre République. Camarades, je suis particulièrement fier d'être présent ici aujourd'hui comme une étape de mobilisation. Donc la lutte continue pour braver cet état d'urgence. Je suis très heureux de constater que la mobilisation contre l'état d'urgence, contre cette course folle vers un état répressif, sécuritaire, prend tous les jours de l'importance. Mes collègues et mes camarades Isabelle Attard, Pouria Mirchahi, Noël Mamère ici présent, Barbara Romagnan et Gérard Sebaoun, nous avons décidé de voter contre la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence le 19 novembre dernier. 6 députés parmi 577 que compte l'Assemblée. À chaque texte, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de notre sécurité, le champ de nos libertés se rétrécit. Ils veulent, avec les 8 de Goodyear, faire un exemple. Ils veulent nous faire peur, ils veulent terroriser le monde du salariat, le monde du travail. Comme l'a rappelé le président, je suis syndicaliste hospitalier force ouvrière de la PHP. Et c'est avec l'accord des 4 secrétaires généraux des syndicats CGT, FO, Sud et CFTC que je vais vous parler de ce qui s'est passé dans nos hôpitaux. Au lendemain des attentats, des personnes de la paix se sont vues encensées par Touraine, Hidalgo et toutes les autorités gouvernementales. Dès le lendemain, la préfecture de police de Paris interdit le rassemblement prévu à l'appel des 6 syndicats contre le plan Hirsch de réorganisation du travail des personnels et de vol de leurs jours de repos. Juste après les attentats, profitant de l'émotion et après avoir fait interdire notre manifestation, la direction générale, sans aucune honte, diffuse le 16 novembre des plaquettes de présentation de son plan
pour sa mise en application dès le 1er janvier 2016. Voilà, c'est ça l'état d'urgence. Pour la grève, pour la vraie grève, pour la lutte de classe, pour le droit de manifester et de revendiquer, pour les libertés syndicales, oui, plus que jamais, levée immédiate de l'état d'urgence. Je vous remercie. L'état d'urgence, c'est l'état policier qui se dresse contre les syndicats indépendants, contre le code du travail, contre les chômeurs, contre les fonctionnaires, contre les travailleurs hospitaliers, les enseignants, contre les ouvriers des industries privées soumis au chantage à l'emploi et à toutes les mesures de licenciement, de harcèlement, de violence sociale patronale et gouvernementale. Face à cet état des choses, un front du refus se lève, un front du refus avec un cri de ralliement et un seul, levée immédiate de l'état d'urgence. Nous ne cessons de répéter que ce régime d'exception, outre le fait qu'il est inutile, n'a pas sa place dans la démocratie. L'état d'urgence confère au seul exécutif, le ministre de l'Intérieur et ses représentants locaux, les préfets, des pouvoirs exorbitants. L'état d'urgence, c'est un allègement du contrôle sur les mesures restrictives de liberté et l'usage de concepts flous, imprécis pour fonder des décisions, sur le seul fondement d'un comportement constituant une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il n'est pas question ici de lutte contre le terrorisme, il est juste question de comportement. Qu'est-ce qu'un comportement? Le gouvernement fait donc le choix de nous faire sortir progressivement de l'état de droit. Et ce que je vois aujourd'hui, près de 1500 personnes rassemblées ici, c'est à la fois un soutien, un réconfort et une espérance. La constitutionnalisation de l'état d'urgence n'est en effet qu'une étape vers un but qui est poursuivi systématiquement et qui s'annonce avec les prochaines lois, la prochaine loi, qui va réformer de manière durable et profonde le code pénal et le code de procédure pénale. Pour la première fois, la gauche, depuis le début de la Ve République, va faire entrer le préfet dans le code de procédure pénale. C'est un recul inacceptable de l'état de droit. Je remercie vivement les initiateurs de cet appel. Pour le parti de gauche, il était naturel de s'y impliquer. La terrible peine infligée au Goodyear, 9 mois de prison, 9 mois de prison ferme pour avoir commis comme seul crime celui de vouloir défendre leur emploi, de vouloir défendre leur outil de travail. Hollande, Valls, levez l'état d'urgence et levez-le maintenant! Or, les patrons comme le gouvernement savent que leur mauvais coup, les contre-réformes, à un moment donné, vont créer la révolte. Air France, Goodyear, c'est bien pour ceux-là qui veulent nous maintenir dans la peur vers cet état d'urgence. L'état d'urgence n'est qu'un moyen supplémentaire que se donne ce gouvernement pour mettre à bas notamment les droits des travailleurs. La levée de l'état d'urgence est un point de passage obligé pour développer la mobilisation et l'action syndicale. Le projet de M. Hollande et de M. Valls s'intitule « Loi constitutionnelle de protection de la nation ». Ce projet ne protège pas la nation et il enlaidit la République. Dès 1789, la constituante dressée contre les lettres de cachet avait songé à ces problèmes. Lorsqu'elle inscrivit dans la Déclaration des droits, je cite, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, la pointe Constitution. La garantie des libertés exige la levée de l'état d'urgence maintenant. » Chers camarades, chers amis, beaucoup d'orateurs avant moi ont dit des choses qu'on ne peut que partager contre l'état d'urgence. Certains nous ont invités à réfléchir aux moyens de lutter contre le terrorisme et d'éviter que la jeunesse bascule. J'avoue n'avoir aucune compétence en la matière, mais je voudrais suggérer 2 pistes de réflexion. La première serait le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les troupes françaises en Syrie, en Irak, en Mali. L'arrêt immédiat de toutes les frappes aériennes. Et l'arrêt aussi du soutien à tous les régimes qui financent, arment et fabriquent Daesh et les autres groupes terroristes. Et la deuxième piste de réflexion, c'est puisque 41 milliards d'euros ont été offerts aux patrons au titre de pacte de responsabilité, que ces 41 milliards d'euros servent à créer 1 million d'emplois pour notre jeunesse dans la banlieue, mais on la verra beaucoup moins perméable aux idéologies de mort et liberticide dans lesquelles on peut les intégrer. Il est vrai que quand le petit noyau, nous nous sommes retrouvés, petit noyau, a lancé l'appel des 333, il y avait un sentiment de
je dirais, relative, sinon marginalité, du moins isolement. Il y avait, c'est vrai, ces 6 députés qui ont voté courageusement, mais il y avait aussi à l'Assemblée nationale cette prise de position commune de Barthelone et de tous les chefs de groupes parlementaires sans exception qui appelaient à l'union nationale. Les choses ont de toute évidence bougé, on les a entendus cet après-midi, et ma foi, tant mieux, à tout péché, miséricorde. Mais enfin, posons les problèmes clairement. De qui exigeons-nous la levée de l'état d'urgence? De ce gouvernement. Ce gouvernement qui porte un nom, c'est le gouvernement Hollande-Valls, le même qui, en quelques semaines, prétend prolonger l'état d'urgence, réformer la Constitution dans le sens encore plus autoritaire, encore plus antidémocratique, le même qui s'apprête à voter une loi de démantèlement du Code du travail par ordonnance grâce à l'article 38 des institutions antidémocratiques de la Ve République, le même qui emprisonne les camarades d'Air France. Alors il faut dire les choses clairement, c'est ce gouvernement qui doit être combattu si on veut lever l'état d'urgence. Et en ce sens, on ne peut que se féliciter de la large unité qui s'exprime ici pour la levée de l'état d'urgence. Et indépendamment des désaccords politiques qui peuvent exister, je voudrais saluer le courage de ma mère, de Coronado, de ceux qui, isolés par rapport à d'autres, n'ont pas hésité à voter contre. Saluer les prises de position des magistrats, des démocrates qui se sont exprimés ici, mais dire aussi que dans ce large front qui se constitue pour la levée de l'état d'urgence, le mouvement ouvrier a une responsabilité particulière. Et cette responsabilité particulière tient au fait que la Ve République, fondée, comme le disait naguère Mitterrand, qui l'a oublié ensuite, comme un régime de coup d'État permanent, ce régime de la Ve République, antidémocratique, corporatiste, bonapartiste, a toujours eu comme principal objectif, il a toujours comme principal objectif de frapper la classe ouvrière, démanteler ses droits, ses garanties, intégrer ces organisations dans l'appareil d'État, dans la plus grande tradition de tous les régimes corporatistes, et c'est ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, et encore plus, à propos du Code du travail et des menaces contre les droits ouvriers. Le mouvement ouvrier a une responsabilité particulière qui ne s'oppose pas à l'unité de tous pour la levée de l'état d'urgence, mais qui lui confère cette responsabilité qui est la suivante. Pour les travailleurs, le combat pour la démocratie est un combat sans limitation. Bien sûr, son contenu immédiat, c'est la défense de toutes les garanties ouvrières et démocratiques menacées par un régime capitaliste moribond. Bien sûr, son contenu immédiat, c'est la défense de toutes les libertés, sans restriction. Mais pour le mouvement ouvrier, il n'y a pas de limitation au combat pour la démocratie, puisqu'historiquement, le mouvement ouvrier se fixe d'étendre la démocratie non seulement au champ du politique, mais au champ économique et social, c'est-à-dire de l'établir au sens de l'appropriation collective des moyens de production arrachés à la classe capitaliste. Cela, c'est la position particulière et historique du mouvement ouvrier. Il ne s'agit pas de l'imposer à tous ceux qui, de leur propre point de vue, s'engagent sincèrement dans le combat pour la liberté, pour la levée de l'état d'urgence. Mais il est important de souligner cette responsabilité. Ça passera par la mobilisation de millions et de millions, par les grèves, par les manifestations, sur des objectifs précis. Ça passera par le bas dans l'unité, sur des mots d'ordre clairs et sur un objectif clair. Il s'agit de défaire ce gouvernement au service de la réaction et de l'Union européenne. Il s'agit de le défaire dans chacun et dans tous ses plans. De le défaire pour imposer la relaxe des 8 camarades de Goodyear. De le défaire pour préserver le Code du travail et les droits ouvriers. De le défaire pour empêcher la réforme constitutionnelle. Et de le défaire pour imposer la levée de l'état d'urgence. Ou tous les syndicalistes qui sont là ne peuvent pas accepter le chemin dans lequel nous mène le gouvernement. On ne peut pas accepter que des paysans se suicident, que des travailleurs perdent leur boulot à cause de ces politiques où l'offre de marché libre et non forcée est la seule règle. Le rapport d'un banataire, on le mettra en panier. Et on le mettra en panier s'il le faut par la grève générale. Je dois dire que cet état d'urgence heurte, bien sûr, mes convictions de juriste. Car il est impardonnable de jouer avec les principes fondamentaux de la démocratie. Nous devons donc démontrer l'inefficacité gouvernementale pour assurer la sécurité de nos compatriotes.
Je ne peux être que satisfait de voir aujourd'hui cette salle pleine et surtout nombre d'organisations qui aujourd'hui, qu'elles soient associatives, politiques ou syndicales, se mobilisent en force contre effectivement ce gouvernement et ses choix. Eh ben nous allons dire non. Non à ça. Comme il y a 10 ans, quand ils nous ont voulu nous mettre dans la figure le traité constitutionnel européen. Je suis, comme de très nombreux membres du Parti communiste, en désaccord avec le vote émis par les parlementaires communistes sur l'état d'urgence. Pourtant, les parlementaires communistes auraient dû savoir, se souvenir, que l'état d'urgence a toujours été utilisé aussi contre les luttes sociales et politiques. Par exemple, le 17 octobre 1961, plusieurs centaines de morts lors d'une manifestation pacifique réprimée par la police gaulliste dirigée par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, car interdite en fonction de l'état d'urgence. Quelques mois plus tard, le 8 février 1962, toujours lors d'une manifestation pacifique réprimée par la police gaulliste dirigée encore par le même préfet de police de Paris, Maurice Papon, car interdite en fonction de l'état d'urgence, 9 manifestants anti-Odaes, tous communistes, tous membres de la CGT, étaient assassinés. L'état d'urgence doit être arrêté le plus rapidement possible. Depuis la longue histoire du mouvement ouvrier, celui-ci a eu maintes fois l'occasion de se dresser pour défendre les libertés démocratiques, pour défendre le droit de grève, le droit de manifestation, le droit syndical. Mais il faut reconnaître, camarades, que ce droit est particulièrement dans le viseur de la Ve République. Dès 1958, quand se discute la constitution gaulliste, l'Union des syndicats forces ouvrières de la région parisienne, par tract, se déclarait résolue à s'opposer à tout projet de constitution qui porterait atteinte au droit syndical. En 1963, le général de Gaulle, pour casser la grande grève des mineurs, décide de les réquisitionner. Force ouvrière, la CGT condamne cette réquisition devant la ténacité des mineurs, devant la formidable vague de solidarité autour de leur grève. Il reculera. Et vous le savez, en 1969, le même général de Gaulle, par un référendum, a voulu intégrer les syndicats à un Sénat économique et social pour les transformer en rouages de l'État. Camarades, dans mon département, l'hôpital de Melun, décision de l'Agence régionale de santé, supprimer 239 lits sur 749. Le tiers des lits, menaçant le tiers des 2000 salariés de l'hôpital. L'inspectrice d'académie vient d'annoncer 237 suppressions de classes. Et j'arrête la liste. La commission départementale pour l'emploi vient de publier une liste de plusieurs dizaines d'entreprises de Seine-et-Marne qui sont en liquidation judiciaire. Alors camarades, quel rapport avec l'état d'urgence? Le préfet va-t-il interdire le droit de grève et de manifestation aux salariés de l'hôpital, aux enseignants, aux parents d'élèves, aux agents des finances publiques? Camarades, je me félicite que ma confédération, par sa commission exécutive nationale, a voté un texte qui dit, en premier lieu, la persistance de l'état d'urgence, la loi sur le renseignement, les dispositions pénales à venir, ainsi que la perspective d'une modification constitutionnelle, avec notamment la déchéance de la nationalité, à laquelle Force ouvrière est opposée, menace de plus en plus les libertés individuelles et collectives. Et se référant aux attaques contre le Code du travail, la Confédération termine en disant qu'il faut se préparer par une large information aux salariés à une riposte interprofessionnelle. Elle a raison. Levée de l'état d'urgence, maintenant tout de suite, lever toutes les condamnations pesant sur les syndicalistes de Goodyear. Merci. C'est bien le système qui engendre les inégalités, la misère, la pauvreté que l'état d'urgence de messieurs Hollande et Valls défendent. Car regardons-y de plus près. En même temps qu'il promulgue l'état d'urgence, il donne des indications précises, non équivoques. L'affaire de la chemise d'Air France, immédiatement Manuel Valls traite les salariés de voyous. Des voyous, ceux qui refusent des milliers de licenciements, qui refusent la misère annoncée pour des milliers de familles. L'affaire Goodyear, la direction de la multinationale retire sa plainte. Les deux membres de l'encadrement retenus quelques heures la retirent aussi. Mais le parquet, le représentant du gouvernement dans le prétoire, maintient l'accusation et obtient en première instance la condamnation. C'est une première que nous offre ce gouvernement, la condamnation donc des ouvriers qui, là encore, n'ont commis qu'un seul crime,
que de combattre pour sauver leur emploi, sauver leur usine, sauver leur vie, tout simplement. Procès d'intention de ma part? Non, simplement réalité des faits. L'état d'urgence doit contraindre la société à accepter la loi du système sans rechigner, accepter les conditions d'une exploitation disciplinée, calme, d'une exploitation servile, accepter la suppression des 765 postes d'Alstom, ancien fleuron de notre industrie cédé à l'américain General Electric, accepter les 3300 suppressions à EDF, accepter les 20 000 dans la santé, inscrits dans la loi Touraine, après les 18 000 de Bachelot, accepter la précarité, la flexibilité, la pauvreté, accepter la destruction des métiers, accepter les lois sur l'assurance chômage, synonyme de baisse des indemnisations, accepter celles sur les retraites, qui veulent dire baisse des pensions, accepter l'ANI, accepter le pacte de compétitivité, accepter la ponction toujours plus grande du travail au profit du capital, accepter le démantèlement du code du travail, accepter les directives européennes que le gouvernement Hollande applique avec zèle lorsqu'il ne les devance pas, accepter la mise en cause des syndicats dès lors qu'ils font preuve d'indépendance et de respect des intérêts matériels et moraux des salariés. Voilà ce qu'est l'état d'urgence. Pour conclure, lorsque nous avons pris l'initiative de notre appel, nous étions 6. Aujourd'hui, plus de 10 000 signatures sur Internet, plus de 2 à 3 000 sur le papier. Nous rencontrons tous ensemble un premier succès. Succès du nombre d'abord, succès de représentativité ensuite. Nous avons réalisé un véritable front unique, premier meeting du genre, regroupant des orateurs d'horizons divers. Gageons, chers amis, que ce 23 janvier 2016, pour la levée de l'état d'urgence et sa non-constitutionnalisation, fera partie des dates importantes de notre pays.